Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Anouk. Alors avec Anouk on était en train de se raconter mes petits problèmes de connexion de mon ordinateur suite au passage de ma femme dans mon bureau. Tu vois, ça commence bien ce petit podcast très intime. Alors Anouk, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Bah écoute, moi ça va super bien. Là je sors d'une période assez sombre de ma vie où j'ai chopé toutes les merdes qui pouvaient passer par là. Péricardite, grippe, angine, tout. Je crois que c'est bon quoi. Donc là maintenant c'est bon, je vais très bien, je suis en pleine forme et prêt à t'accueillir sur le podcast. On va déjà commencer par remercier la personne qui nous a mis en relation et qui a permis du coup cet échange, qui n'est autre que Seb Cornette, qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast. Je ne compte même plus le nombre de fois où il est passé sur le podcast. Il trône fièrement en haut du top 5 des épisodes les plus écoutés. Donc merci beaucoup Seb, je suis sûr que tu écouteras l'épisode pour la mise en relation. Voilà. Je tenais à commencer par ça. Alors Anouk, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Eh ben, je suis Anouk Garnier. Je suis championne du monde de course à obstacles dans ma catégorie, même double championne du monde quand même, je précise. Et je suis coach sportif à la base et je fais aussi maintenant des conférences et des team building en entreprise. Ok, bon, alors déjà, tu vois, moi j'aime bien cette question, comme je dis souvent sur le podcast, parce que quand on se présente, on commence toujours par quelque chose, et tu as commencé par... alors on est ici pour parler de sport, donc forcément c'est un petit peu orienté, mais tu as commencé par nous parler de ton nouveau, pas si nouveau que ça, puisque c'est la deuxième fois, mais statut de championne du monde. Alors moi, c'est un nouveau parce que je te dis double parce qu'en fait, j'ai gagné 2 courses. Du coup, j'ai 2 titres de championne du monde, comme j'ai 2 D'accord. pour les championnats du monde. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce sport? Parce que ici, c'est l'instant outdoor, on parle beaucoup de trail, d'aventure, Ouais. un petit peu moins Voilà. du tien, et c'est pour ça que je suis très curieux d'en savoir un peu plus. Alors, la course à obstacles, donc peut-être que vous connaissez ou pas. Souvent, on connaît par le biais de Spartan Race ou de Mud Day, par exemple. Donc, c'est des parcours du combattant, c'est inspiré de ça, hein. Des parcours du combattant, souvent les gens visualisent le côté dans la boue et tout. Dans tous les cas, c'est en extérieur avec des obstacles. Et sur la partie vraiment OCR et les championnats du monde, on a des obstacles qui sont un petit peu plus techniques, tu vois, version un peu Ninja Warrior. Souvent, je dis que c'est un peu Ninja Warrior ou parcours du combattant mélangé avec du trail, quoi. Parce que on est en extérieur et souvent, on est en nature. Tu vois, les championnats du monde, c'était en montagne dans le Vermont aux États-Unis. Donc voilà, dans tous les cas, on va avoir des terrains qui vont être vraiment différents et rarement de la route, quoi. Donc voilà un petit peu le tableau. Et puis, tu vas avoir différents formats en termes de longueur. Tu vois, au championnat du monde, il y a 3 km et 15 km. Et puis un format en équipe. Et après, sur Spartan, pareil, il y a différents formats, différentes longueurs de course, quoi. Et comment tu es venue, toi, à ce sport? Alors moi, j'étais gymnaste. Depuis que j'étais toute petite, j'étais gymnaste. On m'appelait Mougli. J'aime bien le répéter parce que ça fait le côté, tu sais, j'aimais bien grimper partout et tout ça. Et j'avais fait, en étant prof de fitness, j'avais eu accès à des séminaires et des bootcamps. Des bootcamps qui étaient encadrés par des anciens forces spéciales. Et on m'appelle le soldat Garnier, d'ailleurs, tu vois, grâce à ces bootcamps. J'en ai fait 3 ans de suite et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trop kiffé le parcours du combattant, en fait. La première fois que j'ai fait le parcours, j'ai adoré. Et en plus, j'ai grave performé tout de suite, quoi.
Donc après, quand Spartan Race est arrivé en France, on m'a proposé de faire une équipe. Et j'ai trop aimé faire la course et je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, je le fais toute seule et je gagne. Donc, je me suis beaucoup entraînée en course à pied. L'année d'après, j'ai pas gagné, je suis arrivée 2e. Bon, ça va. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure et c'était en 2015. Donc, tu vois, il y a 7 ans maintenant. Et depuis, bah, j'arrête plus, quoi. Alors justement, tu prenais l'exemple de Ninja Warrior, c'est peut-être l'exemple qui va parler le plus à ceux qui regardent ces genres d'émissions télé. J'en fais partie, du moins j'aime bien regarder ces défis et puis ça paraît facile en fait quand tu vois faire, Oui, c'est ça. mais ça, en fait, ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. Pas du Non. tout. Alors comment ça s'est passé toi parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient aller se tester un jour sur ce genre d'émission, de parcours. Comment ça s'était passé pour toi, ça? Ah, Ninja Warrior? Ouais. Je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Je l'ai fait en 2018, je crois. Et l'expérience était très sympa, mais je suis tombée au 2e obstacle, qui était le rouleau. Je pense que tout le monde voit un petit peu ce rouleau où on doit s'accrocher autour du rouleau. Et le rouleau tourne en fait très vite au-dessus de l'eau. Et le rouleau est très sympathique, mais il m'a éjecté. L'enfoiré. J'ai mis trop de vitesse en fait. C'est toi qui pousse avec le pied. Ça m'a fait mettre beaucoup de vitesse et voilà, je me suis fait éjecter. L'expérience, elle est sympa, mais elle est difficile parce que tu tournes de nuit. T'as ce côté, tu sais, c'est dans le port de Cannes en mars, donc il fait froid, c'est humide, donc les obstacles sont mouillés. C'est pas simple. Les conditions, elles sont pas simples et tu n'as pas le droit de tester les obstacles en avance. Donc, tu regardes simplement, on te dit, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Et puis après, ben, t'attends jusqu'à minuit, 1h du matin et puis c'est à toi de passer, quoi. Donc, c'est pas simple et c'est à la fois frustrant parce que tu te dis, tu vois, par exemple, le rouleau, je trouve que c'est pas un obstacle qui demande une réelle qualité physique. Il y a des escaladeurs très, très bons qui se sont fait éjecter aussi comme moi. Donc, pour moi, c'est pas insignificatif et, t'as des obstacles après qui étaient très très intéressants, donc ça m'a un peu frustrée, je vais te dire. Mais bon, l'expérience était très intéressante quand même. Ouais, c'est ce qu'il faut en retenir. Qu'est-ce Ouais, que c'est ça ça, t'a ouais. appris Tout est positif en plus, tu rencontres des gens sympas, on te met bien, vraiment non, c'était cool, c'était cool. Ouais. Belle activité, beau projet. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme capacité pour être bon en course à obstacles? Parce que j'imagine que c'est un sport qui doit être hyper complet. Ouais, très 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 complet. Moi, je donne des formations maintenant. Justement, ça fait 3-4 ans que je réfléchis à fond sur parce que je suis formatrice aussi pour des coachs sportifs sur la partie entraînement fonctionnel. Vraiment, je suis vraiment sur le côté optimiser chaque mouvement pour la santé et pour la performance. C'est pour ça qu'avec Seb, on s'entend très bien. Et finalement, je me suis demandé, mais comment on fait pour performer en course à obstacles et comment je fais pour préparer quelqu'un? Et donc, j'ai créé une formation pour former les coachs à ça. Et pour te dire, il faut énormément de qualité physique, il faut être hyper complet, il faut quasiment être bon partout, finalement. Il te faut de la mobilité, ça c'est très oublié par la plupart des gens. Si tu manques d'amplitude de mouvement sur le haut du corps ou sur le bas, sur le bas, ça va te faire perdre en course à pied. Sur le haut, tu vas mal passer les obstacles, au bout d'un moment, tu vas te blesser. Donc ça, c'est important. La force, elle est essentielle aussi, mais une force qui est fonctionnelle, donc qui est ce qu'on appelle transférable, c'est-à-dire que juste si tu travailles tes biceps tout seul, ça va pas nous servir sur la course. Donc, il faut travailler la force d'une manière à ce que ça puisse être transféré sur le terrain. Ensuite, tu as le côté, tout ce qui va être endurance. Le côté endurance, il est suivant ce que tu vas faire comme course. Mais bon, si tu travailles un 3 km ou un 15 km, ton focus va pas forcément être le même. Mais bon, il y a un gros travail de course à pied, forcément. Et puis, tu as aussi tout ce qui va être le côté agilité, la technique, tu vois, le grip. Est-ce que tu es capable de te tenir suspendu longtemps à une corde, à une barre, etc. Tu vois, donc c'est assez complet quoi, quand même. Mais c'est ça que j'aime en fait dans la course à obstacles, c'est que ta préparation, si à un moment donné t'en as marre de faire de la course à pied, tu vas peut-être travailler ton endurance d'une autre manière. Ou si tu es blessé par exemple, tu vois, tu vas pouvoir le faire sur un assaut bike ou sur un ergo et ça va être aussi intéressant finalement.
Donc, à un moment, tu vas être plus focus sur ta développement de la force. À un moment, tu vas être plus focus sur l'agilité, sur le grip, sur ta technique d'obstacle spécifique. Tu vois, donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très riche. Tu peux aller vraiment travailler dans beaucoup de choses. Mais est-ce que ça apporte pas aussi un lot de frustration quand on arrive en compétition et que on voit que les obstacles ou les choses qui sont demandées, ne correspondent pas aux qualités physiques qu'on aura travaillées? Je prends l'exemple du CrossFit, tu vois? Que je connais un petit peu maintenant, en fait, les compétitions, on va te dire le WOD, peut-être, je sais pas, une semaine avant. Si pendant, les 6 derniers mois, tu as pas du tout travaillé, le wood en question avec les mouvements qui sont donnés. Bon, je prends par exemple, tu sais, apparemment, on peut avoir du kayak, quoi, des trucs assez hallucinants. Ouais, en Et CrossFit, tu vois, ça peut apporter ainsi un peu un lot de frustration et c'est quelque chose qui est un peu inconnu chez les coureurs. Enfin, à 100 mètres, c'est un 100 mètres, quoi. Il n'y a pas de surprise. ouais, c'est sûr. Après, nous, si tu veux, on va toujours avoir les mêmes types d'obstacles. On n'a pas autant de variabilité que le CrossFit, on va dire. Tu vois, le CrossFit, c'est vrai que c'est énorme. Tu peux avoir tout et n'importe quoi, entre guillemets. Mais du coup, nous, c'est quand même, tu vois, les obstacles, on va rester sur des portées, on va rester sur des choses en suspension. Donc, on va avoir, c'est ça que j'aime aussi, c'est que tu arrives la veille d'une course, surtout sur les championnats, bah, tu découvres les obstacles, tu découvres comment tu vas les passer, tu vois, tu réfléchis, mais ça reste quand même toujours un petit peu dans le même thème, quoi. Dans la suspension, dans ces choses-là. S'il y a des vraies nouveautés, souvent, on a un petit peu des previews, tu vois, à l'avance. Donc, normalement, tu vas pas être frustré sur j'ai pas travaillé ça correctement. Sinon, c'est que ta préparation, elle est pas bonne. Parce que tu dois être complet dans tous les cas. Et si tu travailles tes qualités de base, si tu as les qualités de base, bah, tu vas pouvoir t'adapter quoi qu'il arrive. Et la capacité d'adaptation, elle doit être, à chaque obstacle, en gros, elle doit être travaillée en amont, quoi. Donc, t'as pas ce côté frustration de te dire, ouais, ça, je l'ai pas bossé ou quoi. T'as la frustration peut-être de te dire, cet obstacle, je le maîtrise pas encore assez, peut-être, qu'il te fallait plus de temps pour t'améliorer sur cette technique spécifique, mais t'as rarement le côté grosse surprise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je vois tout à fait et justement ça me fait rebondir sur, justement en trail, en ultra surtout, on parle souvent de cette capacité d'adaptation parce qu'il se passe toujours plein Ouais. de choses que t'as pas prévues, un bâton qui pète, je sais pas, un pépin physique, que tu avais forcément pas prévu. Comment est-ce que toi tu la travailles cette, capacité d'adaptation concrètement? Est-ce que tu fais des exercices de préparation mentale? Est-ce que c'est plutôt Bah, aussi te préparer à tout? Enfin, comment tu fais ça? ouais, alors c'est vraiment exactement, c'est déjà se préparer à tout parce que bah nous par exemple, je donne quelque chose, c'est quand il pleut, c'est un enfer pour nous parce que ça glisse. Donc les obstacles glissent. Il y a certaines courses où les obstacles, donc en OCR notamment, où les obstacles sont obligatoires. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas le passer. Il faut que tu essayes jusqu'à ce que tu meurs, quoi. Non, je rigole. Il y a des cap time. On a un bracelet en fait. Et si vraiment tu n'arrives pas à passer un obstacle, tu te fais couper le bracelet. Mais du coup, tu es hors jeu, quoi, hors compète. Et en Spartan Race, c'est différent. Si tu loupes un obstacle, tu as une pénalité de burpees. Là, ils sont en train de changer les règles. Tu auras peut-être une boucle de pénalité. Donc, c'est moins frustrant. Mais en OCR, vraiment, quand il pleut, c'est très difficile. Donc, s'adapter à ça, c'est te mouiller. Tu vois, c'est con, mais quand je fais de la suspension, bah, parfois, je fais exprès d'y aller quand il pleut. Ou je fais exprès de mouiller les barres. Tu vois, des choses comme ça où c'est des moments où il faut vraiment être prêt à ça. Après, on sait que maintenant, on peut utiliser certains gants qui vont nous permettre de nous accrocher plus facilement. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Pareil, tu vois, c'est la première Spartan que j'ai fait. J'ai cette image où j'avais, tu sais, travaillé. C'était la première fois que j'avais un vrai programme de course à pied et je travaillais avec une montre. Et on fait à peine 100 mètres qu'on saute dans une flaque de boue et je ne vois plus du tout ce qu'il y a sur la montre, tu vois. Mmh. Donc, c'est pareil, je dis souvent aux gens de ne pas trop être focalisés sur la montre, tu vois. Les gens, ils sont que sur la montre, sur les allures, sur les trucs, la fréquence cardiaque, tu sais, ils sont trop collés à leur montre. Sauf que nous, en course, bah, il se peut que tu la vois plus, ta montre, ou il se peut qu'elle se pète, ou tu vois. Donc ça, c'est un truc où te détacher de ces choses-là, quoi, d'être prêt vraiment à, quoi qu'il arrive, à rebondir et à ce que ça te perturbe pas.
Et après, sur la partie mentale, moi, je fais ce que j'appelle des stratégies de reconcentration. C'est-à-dire que je me dis, ça peut arriver. Bah, par exemple, il peut pleuvoir. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête naturellement qui vient? Tu vois, les pensées qui viennent naturellement. Et en face, je vais mettre les pensées que je voudrais avoir par rapport à ça, tu vois. Et en fait, je transforme chaque truc de manière plutôt positive. Ce qui fait que quand ça arrive, et si ça arrive, hein, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, heureusement, tu vois. J'avais prévu la météorite qui tombe. Non, je rigole. Plus une météorite, non. Mais si jamais, tu vois, ça se produit, bah, j'ai pas ma réaction de base qui va être souvent négative. Je vais avoir retravaillé ce truc-là et je le retravaille sur les entraînements ou sur ces choses-là. Et ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Et alors, mis à part la pluie comme ça, qu'est-ce qui peut se passer d'autre, qui serait justement, soumis à grosses difficultés, dans les parcours obstacles? Ouais, le pire, c'est pluie, froid. Vraiment, ça, c'est déjà pour nous, franchement, c'est les pires conditions. Donc ça, c'est compliqué. Chez les filles, j'ai mes règles, mais vraiment, je parle parce que c'est un moment assez spécial et t'as mal au ventre, t'as les cuisses qui sont engorgées, t'as mal dans le bas du dos. Donc c'est pas un moment agréable quand tu t'es préparé pour une compétition, que physiquement t'es censé être sur un pic et que t'as tes règles. Franchement, ça c'est une autre condition. Bon, c'est nous les filles, hein, mais c'est un truc à rajouter et à prévoir. Après, tu as sur les conditions, à part le côté climatique, t'as rarement des choses qui sont, tu vois, je réfléchis, mais parce que tu vois, j'ai eu aussi des conditions climatiques opposées au froid. Tu vois, t'as eu pas l'hypothermie, mais l'insolation, tu vois. Donc t'as ces choses-là. J'ai fait hypothermie aussi. T'as aussi le côté. Euh, Ça dure combien de ouais, temps une épreuve? bah, ça dépend, mais tu vois, si c'est un 3 kilomètres, ça va très très vite. Ça Ouais. va durer 30 minutes, même pas. Les meilleurs mondiaux mettent 20 minutes. En professionnel, le gars, il a mis 19 minutes, je crois. Après, t'as la montagne, tu vois, le côté montagne, le côté altitude. Moi, je fais de l'asthme à l'effort aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en plus à gérer. Donc, dans les pires trucs qui peuvent m'arriver, il y a la crise d'asthme. Ça fait partie des cartes, tu sais, des pires trucs. Tiens, c'est Et après, génial ça que tu parles de ça parce que c'est aussi quelque chose que je fais, de l'asthme à ah, l'effort. Et ça a longtemps été une excuse que je me donnais pour ouais, m'empêcher de courir vite. Je me dis bah je peux pas, je suis asthmatique, je peux pas. ouais, Mon pauvre François. Euh, ouais. comment t'as su ça? Comment t'as géré ça? Alors, j'ai su ça quand j'avais genre 15 ans, tu vois. Pour le, Comme je faisais beaucoup de je faisais beaucoup de gym, par exemple, donc c'était des sports assez courts, tu vois. Donc ça me gênait pas. Par contre, quand j'ai commencé, je suis allée en STAPS et quand on a commencé à faire tout ce qui était endurance, donc en course à pied ou en natation, là, ça a commencé à être très problématique. Donc j'ai fait même une crise. On avait un 400 mètres crawl à faire et j'ai fait une crise au milieu de la piscine. C'était très sympa. Donc là, ça a commencé à être compliqué. Après, quand j'ai repris le fitness, etc., donc je gérais avec pas mal de ventoline, en gros. Tu vois, j'en prenais avant les gros efforts, quoi. Et après, quand je me suis mis vraiment dans les Spartans, je gérais comme ça au début. Et il y a un moment où je prenais plus rien. J'avais l'impression que la ventoline me faisait rien. Et puis, bah, finalement, tu repousses petit à petit ton seuil de crise. Plus tu t'entraînes, plus tu repousses le seuil. Alors après, suivant les conditions climatiques, je pense que ça te le fait aussi, tu as plus ou moins de sensibilité. C'est-à-dire que les jours où il fait froid et humide, forcément, tu respires moins bien. Si tu es en altitude, tu le sens tout de suite. Mais, tu vois, ça se gérait. Et il y a eu, avec le Covid, le port du masque. Et ça m'a flingué. Le port du masque qui m'a fumé. Je pense que j'étais allergique aux composants qu'il y avait dans les masques chirurgicaux. Donc, j'ai repris un traitement de fond. Ça marchait pas. J'ai repris un traitement de fond plus poussé. Et là, j'ai fait des effets secondaires du traitement, ce qui a empiré mes symptômes. Ça a été très Génial. important. Et là, depuis pas longtemps, hein, depuis août, j'ai trouvé un traitement de fond qui me convient et j'ai l'impression qu'il fonctionne sur le côté long terme, tu vois. Et au championnat du monde, on a beaucoup travaillé ça avec Seb, hein, c'était très frustrant ça par contre pour moi.
Et enfin, j'ai l'impression de moins être limitée par ma respiration. Et avant, par exemple, dans les montées, alors que Seb, il m'en a fait bouffer, c'était tu sais, t'as les jambes, mais tu peux pas respirer, en fait. Donc, je finissais des courses où il y avait eu du dénivelé, où j'avais pas mal aux jambes. Donc, ça me rendait ouf, si tu veux. J'avais jamais les jambes qui me brûlaient ou quoi. Donc, je sentais que je pouvais pousser tellement plus loin, mais ma respiration m'empêchait de le faire. Donc, il y a eu ce travail-là. J'ai fait aussi j'ai été rechercher plein de protocoles sur la respiration. C'est comprendre ce qui pouvait créer l'asthme, comprendre comment je pouvais mieux respirer. Il y a des protocoles d'échauffement pour la respiration, pour limiter l'asthme à l'effort. Par exemple, tu as un livre qui s'appelle The Oxygen Advantage, qui est très intéressant là-dessus. Donc voilà, j'ai été chercher plein de choses. Là, écoute, avec le traitement de fond, ça a l'air de fonctionner. Donc, on croise les doigts pour que ça soit sur le long terme. Et c'est pas bloquant en termes de dopage? Alors, en fait, comme à la base, oui, si tu prends sur le papier quelqu'un qui n'est pas asthmatique et qui prend ces produits-là, oui, c'est dopant. Après, quand c'est une pathologie, c'est autre chose. Tu as une déclaration, je sais plus, avec le pneumologue. Et là, du coup, non, c'est pas considéré comme dopant. Ouais, heureusement. Ouais. Ah, je suis curieux de connaître ce traitement de fond parce que effectivement, c'est frustrant. C'est de la cocaïne. Et j'en avais parlé justement à Seb juste après la TDS donc, que j'ai fait au mois d'août, où justement j'avais ça en altitude. Ouais. Je pouvais pas accélérer parce que ça me séchait tout de suite alors que j'avais les jambes, mais dès que je commençais à marcher rapidement, pouf, ça Ouais. impossible. Ouais. Dans le livre là dont je t'ai parlé, il y a des protocoles déjà pour s'échauffer qui sont pas mal, et du coup pour entraîner aussi. Donc je trouve ça bien. Et après, faut voir un pneumologue spécialisé, quoi. Au début, tu peux me redonner le nom du livre? The Oxygen Advantage, l'avantage oxygène. Je crois qu'il est traduit en français. J'espère, hein, parce que moi je parle anglais, je vais te dire. Il s'appuie sur les protocoles d'un russe qui s'appelle Buteyko, Buteyko. D'accord. Voilà. Bon, je mettrai le lien dans la description si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés à... Ouais, je sais je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui font ce genre de choses et c'est tellement frustrant à vivre. Moi, j'ai perdu des courses à cause de ça. Enfin, j'ai pas gagné la course à cause de l'asthme, quoi. Il y a une fois, vraiment, je suis arrivée deuxième et c'est parce que il y a un moment de la course où j'ai dû marcher sur 12 kilomètres. J'étais là, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 12 kilomètres plat, je suis obligée de marcher. C'était n'importe quoi. Donc, c'était très, très frustrant. Alors du coup, tu pratiques aussi le trail, tu fais pas que de l'OCR, tu fais d'autres sports à côté pour varier, ou c'est vraiment parce que tu aimes la pratique de ces autres sports aussi? Alors, moi, j'ai fait de toute façon, avec la course à obstacles, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire tous les sports. Limite, ça va m'entraîner pour la course à obstacles, tu vois. Donc ça, je trouve ça cool. Après, le trail, du coup, j'ai découvert ça grâce finalement à la course à obstacles. Et je me suis inscrite un jour à un trail. J'avais jamais fait ça avant, sans obstacles, en fait. Donc pour moi, c'était bizarre de m'inscrire à une course où il n'y a pas d'obstacles. Et finalement, j'ai grave pris du plaisir. Et ce que j'aime, en fait, c'est ce côté nature. Tu vois, c'est être dans t'as des endroits qui sont juste incroyables, regarder autour de toi dans la forêt ou être en montagne. Donc, il y a ce plaisir-là que j'ai. Et après, je peux pas faire trop d'autres sports parce que forcément, déjà, la course à obstacles, ça te demande beaucoup d'entraînement. Mais là, récemment, Seb est pas fan d'ailleurs, je me suis remis au skate. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, aucun rapport. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, je faisais beaucoup de skate. Ah, kickflip, ollie, heel flip, Ouais, grave. 3-6 flips, ça part, allez hop. Non, là, ça part pas, 3-6 flips, attends. Ah, j'ai mon passé de skater aussi. Ouais, je vois ça. Mais c'est un truc que je kiffe et je voulais m'y remettre. Et là, comme là, c'est du hors-saison et tout ça, je m'y suis remis. Bon, en faisant attention, en prenant pas des risques inconsidérés, on va dire. Mais ça me fait trop du bien, en fait. Et c'est super physique. En vrai, super, ça dépend ce que tu fais. Mais en vrai, les premières sessions,
sais, j'allais au skatepark et tout, mais j'étais essoufflée, j'étais là, mais c'est quoi ce délire? Tu vois? J'étais là, bon, bah, ça me fait mon endurance fondamentale. Mine de rien, je trouve qu'il y a un gros travail sur la stabilité au niveau des chevilles et tout. Enfin, finalement, je trouve que, tu vois, je trouve toujours un bénéfice à ramener sur la course à obstacles, tu vois. Bon, je trouve des excuses pour faire du skate, en vrai. Trop bien. Alors, Mais du coup, t'es plus. C'était quoi? Il y avait street où tu ouais, non, et je rampe. préfère. Ben, avant, je faisais grave de la rampe. Maintenant, j'ose plus descendre, tu sais, dropper du haut de la rampe. J'ose pas. J'ai pas encore réosé faire ça. J'ai découvert le bowl aussi récemment, tu sais. Ouais. Le bowl, pour ceux qui connaissent pas, c'est les piscines, là. Ça ressemble à des piscines. C'est hyper cool, mais c'est dur de faire enfin, mais ce que j'aime aussi, c'est con, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les sports. C'est que plus t'avances, plus, tu sais, tu prends confiance en toi. Tu vois, tu fais un truc que t'osais pas faire. Ah putain, tu arrives. Ah, c'est trop bien, tu vois, il y a une sensation, il y a un vrai kiff quoi de réussir de plus en plus de figures et ça me plaît quoi, ça me plaît, j'aime bien. Ah bah la première fois que tu drops, comme on disait, tu descends une rampe, que t'es Ah, en haut, que t'as le le ouais, trouillomètre à zéro là, et puis que c'est tu la prends, génial. ça fait une belle sensation, hein. Ouais, puis tu vois, à chaque fois là, chaque session, j'arrive des nouveaux trucs. Alors par rapport à ce que je faisais quand j'avais 15 ans, forcément, j'en suis loin, mais je trouve ça cool, tu vois, d'à chaque fois, waouh, j'ai réussi un nouveau truc et du coup, je fais ma petite demi-heure ou heure de skate et je suis super contente après quoi. Donc je trouve ça vraiment cool. Mmh. Il y a un truc qui doit être pas mal aussi, c'est les pump parks. Je sais pas si tu vois ce que c'est, là, Oui, avec ça des c'est petites vrai, ouais. vagues là, et puis ça fait un petit espèce de circuit. Alors nous, on en a pas trop à Paris, donc j'ai pas fait encore, mais ouais, ça a l'air vraiment stylé ça aussi. Mmh. Bon bah voilà, tu vois? Non mais c'est génial ce podcast, l'Instinct Outdoor, parce que on Un parle de toujours de skate, choses que ouais, je n'aurais jamais c'est pu outdoor. prévoir. Tu vois, c'est outdoor quand même. Ah excellent, excellent. J'avais Ouais. encore jamais parlé de skate. J'ai parlé de tennis de table, j'ai parlé de crossfit, mais jamais de skate encore. Ah, Super. c'est trop Voilà, bien. c'est fait. J'adore. Check. Ouais. Ah là là. OK, bon, du coup, bah, maintenant faut rebondir là-dessus, hein, tu vois? Parce On que part dans le skate. j'avais quand même une question parce que, sur l'OCR, championnat du monde, les veilles de course, tu vois? Moi Ouais, je dors pas super bien. oui. Même si j'ai aucun objectif de résultat, si ce n'est, terminer et puis faire mon mieux. Je risque absolument pas de faire un podium ou de gagner. Comment est-ce que toi tu vis ces veilles d'événements importants? Hem, alors, tu les vis, en essayant de penser à autre chose. Enfin, tu vois, tu essayes de faire des bon, en fait, souvent, tu es un peu sur le lieu de la course. Donc nous, on a souvent, on va repérer les obstacles. Donc on va sur le lieu de course et on regarde un petit peu les obstacles, et cetera. Ce qui est, difficile, c'est essayer de pas trop se fatiguer parce que, tu vois, tu as envie de repérer tout le parcours, tu as envie de faire tous les trucs, voir tous les obstacles, mais faut se limiter en termes de distance, hein, pour pas trop se crever. Je fais souvent un training, veille de course où je me stimule, tu vois, légèrement. Donc voilà, ça et après c'est aussi moi tu vois, je fais beaucoup de prépa mentale finalement quand je prépare une grosse échéance où je veux vraiment, tu vois, par exemple là, championnat du monde, j'avais décidé que je me mettais en catégorie d'âge et que j'allais gagner, tu vois? Donc j'ai beaucoup travaillé sur le mental. Je lis énormément de livres, je lis mon livre, j'écris des choses, tu vois? Comme je t'ai dit, tu vois, les stratégies de reconcentration, les trucs et tout. Et du coup, bah déjà, je suis dans de la visualisation la veille. C'est-à-dire que j'ai vu les différents obstacles, j'essaye de me visualiser sur tu vois, comment je vais les passer, etc. Après, j'essaye aussi tu vois, je me pose, je me détends quand je vais vraiment me poser. Je vais regarder des films ou tu vois, des séries ou quelque chose qui me fait plaisir. Tu vois, je vais regarder des trucs que je kiffe pour vraiment me détendre et lâcher un petit peu ce truc-là quand même. Et puis après, ben, tu vois, des fois, on est plusieurs, on est avec des potes et tout, donc on essaye de discuter. Des fois, on joue aux cartes, tu vois, on essaye de pas penser, pour pas se mettre la pression et le stress dès la veille. Mais bon, forcément, la pression, elle est là, hein. Quand tu penses au départ, t'es en mode. Mais après, tu sais, je suis pas j'essaye de pas me focaliser sur le résultat. C'est-à-dire que je me focalise sur être la meilleure possible. Après, le résultat, c'est pas moi qui en décide finalement. S'il y a meilleur que moi et que moi j'ai fait le meilleur, ben tant pis, c'est la vie. Mais du coup, c'est plutôt moi contre moi.
Et ce qui me stresse, après, j'ai identifié beaucoup ce qui me stresse et ce qui me fait peur les veilles de course. Et moi, c'est souvent décevoir mes proches ou décevoir les gens qui croient en moi, tu vois. Donc, ça va me rassurer d'avoir ma mère qui dit Anouk, si t'es pas championne du monde, je t'aime quand même, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est identifier aussi ce qui nous stresse et du coup, le relativiser, en fait. Dire, oh, ça va, quoi. C'est rien, en fait. Et dire, ouais, comme tu dis, j'ai rien à perdre, finalement. Le j'ai rien à perdre, je pense qu'il aide à vraiment être détendu, quoi. Et tu vois, le premier jour au championnat du monde, je fais le format 3 km, je le gagne. C'est le format où tu as le plus de pression parce que effectivement, tu as 3 km et ça peut se jouer à la seconde près, ça va très très vite. Tu fais une erreur sur un obstacle et c'est foutu. Donc, tu as cette pression de tout réussir et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Par contre, sur le 15 km, t'es un peu plus relax. Tu sais que tu peux louper un obstacle et le rattraper beaucoup plus tard. Une course à obstacle, elle est jamais finie tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée. Il y a des obstacles jusqu'avant la ligne d'arrivée. À 100 mètres de la ligne d'arrivée, t'as un obstacle. Tu peux le louper. Donc, tant que la ligne d'arrivée, elle est pas passée, voilà. Et t'as l'espoir toujours que tu peux, si t'es deuxième ou troisième, tu peux toujours aller chercher jusqu'au bout, quoi. Et après, tu vois, quand je suis arrivée sur le deuxième jour de course, par exemple, en fait, j'avais déjà gagné une course. Donc, j'étais déjà championne du monde, si tu veux. Donc, j'avais plus la pression. J'étais en mode, allez, maintenant, c'est que du bonus et on y va, quoi. Et bon, je gagne aussi la deuxième course. Donc, c'est génial. Mais c'était juste top, quoi. Et la veille, alors, je vais dire un truc qui est assez drôle. C'est qu'on était dans le Vermont et on a eu la visite d'un ours. C'est pas une blague. Coucou. On a eu la visite d'un ours qui est venu retourner notre poubelle. Et on était dans une excitation. Ça a été difficile de dormir parce que déjà l'ours il faisait du bruit, ce con. À retourner la poubelle, à essayer de la vider alors que c'est des poubelles spéciales pour les ours qui sont verrouillées. Mais lui il a réussi à tout arracher. Enfin bref. Mais c'était un moment marrant. Et du coup je me suis dit qu'il m'avait porté chance cet ours. Putain, mais c'est un truc de dingue ça. Mais... C'était génial. C'était le truc improbable et en fait, on l'a surnommé Gold, l'ours, parce que grâce à ma médaille d'or, tu vois. Donc, cette anecdote, elle est énorme. Et il est revenu tous les soirs, en fait, cet ours. Donc, c'était un peu notre moment, notre rituel du soir. On attendait que l'ours, il arrive et tout ça, quoi. C'était trop drôle. Donc, ça faut faire quoi si tu tombes face à un ours? Comment? Je sais pas vraiment, en fait. Là, il était dehors, hein, mais bon, il était pas loin quand même de la porte d'entrée, donc je peux te dire qu'au début, tu fais, wow. Tu flippes un peu, non? Grave. Et après, t'es en même temps excité, tu vois, comme des enfants, genre, il y a un ours, c'est trop bien, quoi. Et après, on a vu en fait, on ouvrait la porte et on sonnait la cloche, tu sais, et on a vu qu'il nous regardait, mais il en avait, mais rien à foutre de nous, tu vois. Il était juste là pour vider notre poubelle et essayer de bouffer quelque chose. Donc, tu sens que c'est des ours qui sont habitués à voir des humains et qui vont pas t'attaquer, quoi. Donc après, ça va. Mais bon, ça fait bizarre quand même, hein, parce tu sens la puissance du truc, mais waouh, c'est énorme. Mais du coup, c'était une veille de course spéciale, si tu veux. Ah ouais, j'aurais été comme un gosse aussi, je pense. Moi aussi, on était quand même des fous avec les garçons. Là. Je te jure, c'était dingue. Trop bien. Donc voilà, petite anecdote marrante. Ah, ouais, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on en croise. Apparemment, vous voyez, de voir un ours la veille de course, ça porte chance. Apparemment. Promenez-vous avec Winnie l'ourson, ça. Ça porte chance. Pourquoi est-ce que... c'est plutôt pourquoi et pas comment. Pourquoi est-ce que tu as cet esprit de compétition pour aller jusqu'à la gagne? Parce que quand on a l'envie d'être championne du monde, il faut avoir quand même cette hargne et puis ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Ouais. Tu dirais que ça te vient d'où? Je pense que ça vient de mon enfance, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille d'entraîneurs de gymnastique. Donc, depuis que je suis petite, je fais de la gym en compétition. Mes premières compètes, elles étaient pas si tôt que ça, genre j'avais 8 ans ou 9 ans. Mais cet état d'esprit de faire le mieux à chaque entraînement, je l'avais, si tu veux. Et j'avais un peu la pression parce que pendant que je m'entraînais, moi j'avais mon entraîneur, mais mes grands-parents étaient dans la salle et c'était le soir, je me souviens quand on rentrait, c'était je t'ai vu, t'as ça, c'était pas top, tu vois, j'avais un peu la pression derrière, quoi.
Et puis le côté un peu à la dure. Tu sais, la gym, c'est assez difficile comme C'est très cliché ce milieu là, j'ai l'impression. Ouais. Mais en fait, je trouve ça génial finalement. Je trouve ça génial parce que ça t'apporte une discipline, ça t'apporte un esprit de travail justement, un esprit de compète. Et la gym, c'est tu veux, enfin un peu comme en skate finalement. Je rigole, mais le côté tu veux faire une nouvelle figure, tu vois. Tu vas chercher des nouvelles figures, tes meilleures, parce que tu vas mettre des nouvelles figures dans ton mouvement de compétition. Donc c'est tous les jours comment je vais faire pour réussir cette nouvelle figure. Donc comment je vais faire pour être meilleure. Donc tu es dans dans ce côté toujours faire le mieux, toujours être la meilleure. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que maintenant, je trouve que les jeunes, notamment, tu vois, ils sont plus dans ce truc-là, quoi. Alors après, ouais, c'est pas si facile, hein, parce que c'est quand même, tu sais, c'est à la dure et c'est des choix, et il y a des sacrifices, et il y a plein de choses. Mais finalement, si j'en suis là aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ça, quoi. Grâce au côté dur que j'ai eu quand j'étais petite. Mais c'est pas, tu vois, les gens souvent ils disent ouais, mais c'est trop chaud. Non, c'était cool. Ça n'empêche que dans les entraînements, on se tapait des fous rires, ça, tu vois. Et on n'est pas comme à la dure comme à la russe ou à la chinoise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool. J'étais pas en équipe de France, j'étais pas, voilà. Mais ce côté compétition, voilà, je pense que ça s'apprend assez jeune. Après, il y a des gens qui se révèlent un peu plus tard, mais moi, c'est ça m'a apporté ça, en fait, d'être toujours la meilleure possible, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, on est plus sur la notion de plaisir que la notion de Ouais, compétition, ouais, clairement. Après, moi, si je fais de la course à obstacles, c'est que j'adore ça, tu vois. Le moment où je prends plus de plaisir, j'arrête. Ça m'intéresse pas. Il y a cette notion de plaisir. Et quand je passe une ligne d'arrivée, même si j'ai pas gagné finalement, mais je kiffe. Si j'ai donné le meilleur de moi, je kiffe, quoi. Parfois, ça m'est arrivé, je crois que c'était l'année dernière. J'ai été faire le format Spartan qui s'appelle la Beast, donc c'est un semi-marathon en montagne. En Suisse, c'était le championnat d'Europe. Et c'est pas du tout les formats longs, c'est pas du tout pour moi. En montagne, je sais plus quand il y avait de dénivelé, pas loin de 2000 quand même. Enfin, tu vois, gros dénivelé et tout. En fait, j'avais dit, je ne me mets pas, je me mets pas de pression. Je fais ce que je veux, tu vois, j'y vais comme je le sens. Et j'ai pris un plaisir de malade, tu vois, j'ai mis 4 heures. Alors, j'ai dû être dernière des élites, mais j'en avais rien à foutre. J'avais juste envie de prendre du plaisir. Mais bon, je fais pas ça sur toutes les courses, tu vois. Mais c'était, voilà. Mais tu vois, même quand je fais l'OCR, là, quand j'ai fait les championnats du monde, mais le tel kiff de courir, tu passes un obstacle, j'adore ça. Tu vois, c'est un plaisir que je prends à chaque fois. Alors, justement, en fait, quand tu as eu cette enfance qui t'incite à te donner, à aller au bout de toi-même, etc. Tu as des enfants? Non, Non. pas encore. Est-ce que tu penses que tu reproduirais le même schéma, par exemple, avec un enfant qui te dirait, voilà, cette année, j'ai envie de faire du tennis de table. Je prends un exemple au hasard, hein. Et en cours d'année, il te dit, ben, ça me plaît plus, j'arrête. Comment tu le prendrais ça? Si c'est du tennis de table, non, je le mettrai pas au tennis de table. Genre, je mettrai pas au tennis de table. On salue nos amis pongistes. Non, mais je trouve ça, en fait, ça me stresse. J'arrive pas. Ouais, je suis nulle. J'ai pas la technique en plus. Bref. Mais déjà, je le mettrais à la gym. Non, mais Alors, reprenons l'exemple avec la gym. non, en fait, j'explique pourquoi. C'est que je trouve que ce qui est intéressant dans la gym, ça développe énormément de qualité physique. Donc, quand tu commences à 2 ans ou 3 ans, au moins tu as de la coordination, tu sais bouger ton corps, tu as une conscience de ton corps dans l'espace, tu as de l'équilibre, tu as de la force, tu gères ton propre poids de corps. Enfin bref, il y a sur le côté qualité physique de base, je trouve ça excellent et très complet. Après, si mon enfant me dit non, j'aime pas la gym, je lui ferai fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Et après, s'il est pas champion, je m'en fous, je pense, je m'en foutrais. Après, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant, ça se trouve, je serais horrible, tu vois. Je serais avec tu fais des burpees, j'en ai rien à foutre. Mais bien sûr, Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a d'autres sports qui développent d'autres qualités, bien comme, sûr, je sais bien pas, sûr, mais bien sûr. l'athlé, Ah oui, non, mais c'est ce que j'allais te dire. judo. Après, oui, en plus, j'allais te dire, souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mixent avec peut-être un sport de combat parce que je trouve que le contact
est intéressant. Enfin bref. Après, je parle tu sais, d'un état d'esprit de coach aussi. Mais après, moi, ce que je veux, c'est que ça lui plaise, tu vois. Il choisit de faire de l'équitation, d'un tennis de table, effectivement, c'est ça. Par contre, le côté, pour moi, donner le meilleur à chaque fois, c'est important. Même si t'es pas champion, c'est pas grave. Mais par contre, tu t'engages à fond. Tu t'impliques dans ce que tu fais. Je pense que c'est une valeur qui est importante pour moi. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, quand t'as des enfants, justement, parce que Ouais, j'imagine, trouver le sport qui leur correspond. Alors moi, j'ai pas ce problème-là. Le mien, je pourrais l'inscrire à un sport différent tous les jours. Il est au taquet, il est content d'y aller. Donc ça, c'est Mais tu vois, je pense facile. aussi que ça vient de l'exemple du parent aussi. C'est-à-dire que si toi, t'es sportif, si ton enfant, il te voit faire du sport, je pense que derrière, déjà, tu vois, il y a cet état d'esprit il va mimer, en fait, ce que tu fais. Enfin, je pense, ce que je vois chez des amis. Quand j'ai des amis qui sont sportifs, l'enfant, il a envie de faire du sport naturellement, en fait. Tu vois. Ouais, c'est Donc sûr, c'est sûr. ça, c'est important aussi je pense, de donner l'exemple du sport, du mouvement, même si tu sors, tu vas marcher et tu vois, tu fais des jeux pendant la marche, j'en sais rien, mais je trouve que ça, c'est important d'avoir aussi cette éducation du mouvement et de bouger, quoi. Et tu vois, ça m'interpelle, cet esprit de la compétition, cet esprit de la gagne, parce que moi, je l'ai pas du tout, en fait, perso, mais en même temps, je serais tellement fier, tu vois, d'avoir mon fils qui gagne un truc, tu vois, enfin, comme tous Ouais, les parents, quoi, logique. Euh, et tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense pas être en mesure de lui inculquer, parce que comme je l'ai pas, c'est difficile de. Et c'est pour ouais. ça que ça m'intéresse, c'est pour ça que je t'ai posé la question à ton avis, toi, Après, d'où ça vient pour toi. je pense que ça peut, tu vois, il peut le développer en club ou tu vois, il y a aussi ça, il y a aussi un moment où tu vois, peut-être un instinct, je sais pas, un instinct de survie Mhm. qui se développe après, il y a des gens qui sont terribles sur ça, c'est-à-dire très mauvais perdants, tu vois, qui sont obsédés par ça. Moi, j'en suis pas du tout à ce point-là, en fait. Après, c'est toi qui détermine finalement qu'est-ce que c'est gagner pour toi. Si pour toi gagner c'est faire la meilleure course possible ou tu vois, enfin chacun a son niveau de gagne en fait et c'est toi qui définis ton succès finalement. Mais la mécanique après qu'il y a dans ton cerveau pour arriver à ce succès, je pense qu'elle se développe, tu vois. Tu le vis bien quand tu perds au Monopoly, quoi. Ah ouais, alors là j'en ai rien à foutre, mais royalement rien à foutre. Euh, Hier, quand on a échangé un petit peu ensemble, là, on a parlé d'un sujet qui était aussi abordé avec Maxime Guillon, que j'ai reçu sur le podcast, qui est champion du monde de CrossFit, Oui, qui est la difficulté de vivre de sa passion quand on est en plus un athlète de très haut niveau. Euh, Comment est-ce que toi tu vis cet aspect qui est différent dans un sport qui est méconnu, peu médiatique, oui. comparé à d'autres sports? En plus, en ce moment, c'est la Coupe du Monde, c'est Ouais. génial. On Comment va tu le vis, ça? tailler les fouteux, on va tailler. Non, je rigole. On va encore prendre cher, nos amis footeux, les Oh, pauvres. ouais, c'est vrai. Non, ce qui est difficile, c'est que c'est frustrant finalement parce que tu te dis, t'as l'impression de te battre seul contre tout, tu vois. Et c'est difficile parce que si je veux m'entraîner et je veux préparer mes championnats du monde correctement, et c'est ce que je fais, c'est 2 entraînements par jour. Et entre les 2 entraînements, tu ne peux pas te permettre d'aller travailler, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Tu as besoin de récupérer si tu veux optimiser ta préparation, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et en même temps, en parallèle, tu dois vivre finalement. Donc tu dois bosser pour vivre. Et tu as ce truc-là. Alors là, moi, j'ai la chance depuis 3 ans d'avoir un sponsor qui est une entreprise qui me donne à l'année, on a un contrat à l'année, mais ça suffit pas à ce que je vive et à ce que je paye mes déplacements, tu vois. Donc il y a ça aussi parce que nous, il y a des courses en France, mais ben tu dois te déplacer, tu as les coûts de déplacement, les dossards, enfin voilà, tu vois que ça a quand même un coût certain. Et Et quand c'est t'es vrai que champion du monde, t'es pas invité? maintenant, oui, j'ai le dossard qui est payé pour l'année prochaine, Ah, du quand coup, même. Ouais. quand même. Mais voilà, et puis bah nous en France, tu gagnes une course, souvent tu gagnes rien quoi. Peut-être t'as pas de cash prize si tu veux, donc c'est compliqué d'en vivre. Donc
Même en CrossFit, je sais que souvent c'est beaucoup ceux qui peuvent en vivre finalement, ils vivent pas vraiment du CrossFit, mais plutôt du côté Instagram si tu veux. Donc c'est vraiment frustrant. En tant qu'athlète, c'est frustrant parce que tu vois plein de sports et en plus je sais là je vais parler de sport olympique, mais je sais qu'il y a plein d'athlètes qui pour aller au JO font des cagnottes en ligne, tu vois. Et là je me dis mais on est à quel niveau en France pour ne pas soutenir le sport? Enfin, on soutient pas assez le sport clairement. Et le CrossFit et même nous, je pense que c'est un truc qui est assez particulier. Nous, la course à obstacles, bon, c'est encore moins, je pense, connu et médiatisé que le CrossFit. Mais tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Par exemple, je te donne, quand tu vas chercher un sponsor, ils vont te dire soit que t'as pas assez de followers sur Instagram, donc t'as envie de dire, bah si tu veux, mon gars, je vais en acheter 100 000 parce que maintenant tout le monde peut en acheter, peut acheter des likes et peut acheter. Donc finalement, je trouve que ça a plus vraiment de sens. Ce qui est une très mauvaise idée au passage de faire ça. D'acheter des likes. Ouais, bah clairement, mais tu vois ce que je veux dire, je trouve ça un peu dommage de absolument se baser là-dessus en fait. Et après tu as ce côté bah ouais, mais vous êtes pas médiatisé, OK, et vous êtes pas olympique. OK. Mais pour être olympique, c'est bien d'être médiatisé et inversement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue si tu veux. Donc toi tu es au milieu et tu dis ouais mais moi les gars enfin en étant un peu sponsorisé etc. je sais que là je suis championne du monde, j'ai fait ça, j'ai déjà un beau palmarès, mais si je veux aller plus loin, bah j'ai besoin que voilà qu'on me sponsorise finalement. Et du coup il y a ce truc qui est très frustrant en tant qu'athlète. T'essayes d'aller chercher mais on te dit non, donc tu te prends toujours des non dans la gueule et voilà. Mais après je pense que et oui, et vis-à-vis, on parlait de nos amis les footeux, quand tu vois les moyens qu'ils ont, l'argent qu'ils gagnent, je trouve ça, c'est ce qu'on disait hier, je trouve ça hallucinant qu'ils arrivent à se blesser, qu'ils arrivent, alors certains seront pas d'accord, mais une déchirure, pour moi, elle vient pas au hasard. Elle vient d'une mauvaise préparation, d'une mauvaise hygiène de vie. Notre ami brésilien qui habite sur Paris, on sait très bien qu'il est en soirée très souvent. Bon, moins maintenant, mais d'ailleurs, il est moins blessé, c'est fou, hein. Mais moi, je trouve ça hallucinant en fait de gagner tout ça et de pas être capable d'être focalisé à 1 milliard de % sur soi, quoi. Donc c'est frustrant, mais bon, on va pas être jaloux de ces gars-là, mais on se dit qu'il pourrait y avoir aussi une part pour nous entre guillemets, quoi. Après, je sais que mon sport, il est en train d'évoluer, que on va être 5e discipline du pentathlon. La course à obstacles va être 5e discipline du pentathlon après les JO de Paris. Donc nous, on a aussi un espoir de finir au JO. Donc bon, après, si ça change et qu'on est olympique, ça peut changer la donne. Donc il faut garder espoir, on va dire. Il faut y croire. C'est déjà un peu plus plausible de voir la course à obstacles au JO comparé au trail. Le trail, j'ai l'impression que les trailers voient ça un petit peu avec un œil un peu... c'est difficile, quoi. Ouais, quand tu vois le VTT qui est arrivé au JO, ça a dénaturé complètement la discipline. C'est ça, ouais. Nous, si tu veux aussi, ils sont obligés, là, par exemple, Spartan Race, à partir de l'année prochaine, a sorti un nouveau format. Un format où c'est 1 kilomètre avec 10 à 12 passages d'obstacles et on fait 3 boucles. Donc ils ont jamais sorti un format pareil, Spartan. C'est pourquoi? C'est parce que pour les JO, il faut que ça soit visuel. Là, on parle de télé, il faut que ça soit visuel. Nous, ce qui est visuel chez nous, c'est les passages d'obstacles. Et chez nous, tu vois, les championnats du monde et d'Europe, d'habitude, c'est sur des formats BIST, donc ces fameux formats 21 km. Et c'est souvent, en montagne et tout, mais par exemple, tu peux avoir 5 ou 6 km sans obstacle du tout. Donc finalement, quand tu regardes, et même moi, je suis fan de ce sport, je vais regarder le live, sur ces 5-6 km, il va pas se passer grand-chose, donc je vais un peu me faire chier. Donc je peux comprendre que pour un téléspectateur, ça soit pas intéressant et qu'il y ait cet aspect-là dans les JO. Après, dans la course à obstacles, c'est un petit peu aussi controversé chez les coureurs d'obstacles, ce côté, on standardise pour les JO finalement. Mais je pense, après c'est mon avis moi, je pense que être au JO, ça fera une avancée dans la course et il y aura un format JO comme il y a les formats triathlon en fait. Il y a un format pour les JO et ça n'empêche d'avoir nos autres formats. Et après chacun est libre de choisir le format qu'il veut faire en fait. Ouais, c'est ça en fait. Les JO ont ce pouvoir de développer de la médiatisation d'un sport et de le faire connaître. Et puis après, tu es libre de pratiquer. Et nous, si tu veux, on a tellement
d'entreprises privées, de franchises, de courses différentes, indépendantes, etc., que finalement, fais ta course à obstacles et si c'est pas qualificatif pour tel championnat, tel truc, on s'en fout finalement. Tu vois, le but c'est que les gens ils prennent du plaisir sur leur format et qu'il y ait toujours des formats qui soient variés pour tout le monde en fait. Mais là, quand Spartan a sorti son format, ils ont pas dit qu'ils allaient changer les autres formats. Ils ont juste dit que par contre sur les grosses compétitions, ça serait ce nouveau format qui serait utilisé. Et en même temps, j'ai envie de dire, moi, ça m'arrange parce que je préfère le cours et le passage d'obstacles. Moi, je ne faisais plus les championnats du monde ou d'Europe Spartan, sauf la dernière fois, je t'ai dit pour le plaisir, mais ça ne m'intéressait plus parce que c'est pas là où je performe. Donc, je trouve ça aussi intéressant que, tiens, on a un autre format où, peut-être d'autres personnes peuvent performer aussi, tu vois. Et finalement, je suis sûre que ceux qui sont déjà champions là actuellement, ils vont très bien performer sur un format court aussi, tu vois. Donc c'est à voir, mais voilà, c'est une prise de position dans la discipline mais je pense que ça peut vraiment la pousser vers le haut. Faut voir. Adaptation, on y revient tout C'est ça, exactement. C'est sûr que pour revenir sur le côté, en fait, tu as plusieurs métiers. Tu as ton statut d'athlète, tu dois gérer ta carrière, gérer. Ça demande des ressources et des compétences qu'on n'imagine même pas, en fait. Ça doit être quand même sacrément frustrant, j'imagine. Ouais. Puis il y a des moments en fait où tu te sens un peu pas dans un trou, mais si tu veux, tu finis. Tu vois, par exemple, je fais mes championnats du monde, donc pendant 2 mois, je suis focus dessus. Tu fais les championnats, donc tu pars aussi pour les championnats. Donc en fait, pendant que tu fais tout ça, si tu veux, moi par exemple, qui développe vraiment mes conférences en entreprise sur le côté mindset, le côté état d'esprit justement, du succès, de la performance, tu vois, ça. Pour le moment, personne le développait pour moi. Donc, c'est-à-dire que quand je suis en train de m'entraîner, quand je suis en train d'aller faire la compète, je sais que mon business, il avance pas. Donc, c'est aussi frustrant pour ça. Et que, après, tu sais, comme t'as pas développé pendant un certain temps, du coup, il y a un trou, quoi. Il y a un gouffre. Il se passe rien. Et c'est assez, c'est très, très, le mot, c'est frustrant, quoi. Là, par contre, maintenant, j'ai pris un agent qui va m'aider, un agent commercial qui va m'aider à développer tout ça. Donc là, ça va être encore autre chose, tu vois. Comment tu l'as trouvé, cet agent? Par des contacts, en fait. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de tout gérer. Et même si je suis coach, quand je fais par exemple une session de personal training, c'est sûr que c'est pas moi qui fais le sport, mais c'est une énergie que tu dépenses, c'est le déplacement d'y aller, c'est tout ça. Et mis bout à bout la semaine, c'est une énergie que tu ne mets pas dans ton entraînement et que tu ne mets pas dans ta récupération. Donc, quand tu prépares un truc qui est très important, chaque détail va faire la différence, tu vois. Chaque pourcentage d'énergie, finalement, il faut le mettre dans la préparation. Et je vois très bien que quand vraiment j'ai un gros objectif et que je me concentre à fond, souvent je vais chez mes grands-parents qui sont en Bourgogne, je vais m'isoler à la campagne, entre guillemets, j'ai moins de distractions et tout. Je bosse pas. Voilà, je suis concentrée que là-dessus, mais ça n'a rien à voir en termes de ressenti, de performance et comment je progresse. Mais c'est incroyable. Et puis c'est aussi tu vois, t'as pas aussi les ressources financières pour aller faire un stage, par exemple, si tu vois, là c'était en montagne, bon, il y avait pas trop d'altitude, mais si je vais en altitude, faut que je fasse un stage en altitude ou faut que j'arrive 2 semaines avant, tu vois. Donc ça aussi, c'est un coût. Tu vois, il y a tout ça en fait. T'as pas le confort que tu voudrais pour chaque course et qui pourtant serait essentiel si tu veux performer. Et est-ce que cette vie tournée vers la performance ne t'apporte pas aussi des fois des envies de te lâcher complètement et d'envoyer tout balader à force parce que ça doit être un rythme de vie assez strict au Ouais. quotidien? Ouais, carrément. Il y a des fois où tu dis: «Ouais, ça me saoule, j'en ai marre et tout». Mais encore une fois, bon, ce que j'arrive à faire, c'est je fais des coupures. Avec Seb, je fais 2 fois, souvent je fais 2 coupures dans l'année, mais de 2 semaines, tu vois? Et je le sais, quand j'arrive à saturation au niveau, tu vois, du système nerveux, je le sens. Donc souvent, je fais une coupure. Je me permets, si j'ai pas de compète, je me permets de me lâcher un peu plus. Donc
Tu vois, c'est un peu plus cool si tu veux sur les coupures et même sur là par exemple, on va être en off saison, j'ai pas de compète avant mars ou avril, donc je sais que je peux être un petit peu plus relax sur le style de vie, tu vois. Donc je m'autorise aussi ça. Si par contre tu t'autorises pas des périodes où tu te laisses un peu aller, où tu te fais plaisir, là je pense que c'est invivable, ouais. C'est pas possible. Et après il y a aussi le fait que il y a des fois j'en ai marre de m'entraîner. Donc tu vois, ça c'est pas bon. Donc après j'ai l'avantage avec la course à obstacles qu'il y a tellement de formats différents de courses ou tellement de façons de s'entraîner que je peux vachement varier si tu veux. Donc quand vraiment la course à pied ça me saoule, tiens, je vais aller plus faire des intervalles au rameur, tu vois, ou enfin je vais pouvoir varier vraiment et trouver un minimum de plaisir dans mes entraînements. Ouais, ça c'est, un des éléments qui est, un petit peu difficile pour le trailer qui, n'a que la course à pied, même si, on Ce que j'allais parle dire, le énormément coureur d'entraînement devrait quand croisé, même mais voilà, il devrait faire quand même du renforcement. mmh. Après si tu peux, je pense que tu peux justement mine de rien faire tout ce qui est ergomètre, par exemple du ski erg, de l'assaut bike, ça permet d'avoir des entraînements de qualité et d'intensité sans avoir les impacts. Donc pourquoi pas aussi faire ça, travailler le côté renforcement aussi qui est très important, je pense en trail et même en course à pied de manière générale. Donc ouais, il y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un minimum de plaisir à un moment où on arrive à saturation en fait. Alors si vous connaissez pas l'Asso Bike, c'est une machine Ah où oui, tu pardon. travailles les bras en même temps que les jambes. C'est Ouais. une espèce de machine de torture ultime. Ah j'adore, j'adore. Je te jure que c'est vrai, j'aime bien. Je suis la seule, je crois, qui adore l'assaut Je bike. crois, oui. Ouais. J'ai jamais entendu Ouais, quelqu'un me dire qu'il aimait ça. en réalité, et je pense que ça peut intéresser les coureurs, justement, les trailers. Il y a une fois où j'ai eu une petite blessure, c'était une entorse médio-pied, en gros. Donc, qui ne m'empêchait pas de marcher. Par contre, en course, j'avais des petites douleurs, donc je ne pouvais pas courir. Je pouvais faire tout le reste, mais pas courir. Et pendant 1 mois et demi, au lieu de faire de la course à pied, j'ai fait beaucoup d'assaut bike. Et l'assaut bike, il faut savoir que je crois que c'est le seul outil où je retrouve l'inconfort respiratoire, justement, de la course à pied. Et ça m'a permis de continuer à travailler, de faire des séances comme des fractionnés finalement, des fractionnés longs, des fractionnés courts, mais sans les impacts. Et ça m'a permis de développer quand même ce côté endurance, de travailler un peu ce qu'on appelle les filières énergétiques, mais d'une manière différente. Et finalement, quand je me suis remis à la course à pied, j'avais progressé en course à pied. Donc, c'est pour ça aussi que j'insiste souvent là-dessus. Quand on est coureur, on fait que courir, mais d'aller chercher d'autres choses, on peut développer l'endurance d'une autre manière. J'allais nager aussi. Bon, après, si on n'est pas trop, on n'aime pas trop nager, bon voilà. Mais il y a d'autres moyens et finalement aussi, ça permet de varier et ça fait du bien à la tête, quoi. C'est sûr qu'on minimise un peu cette importance de varier justement et aussi pour, socialement, Ouais, reposer son entourage aussi, ouais. de Faut se de poser tous nos entraînements, ça aussi, on n'y pense pas. ouais, clairement, ouais. À nous, on arrive bientôt à 1 heure d'entretien, d'échange, passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter? Eh ben là, comme ça, pas forcément. Elle est hyper dure cette question. En Ouais, fait, j'ai fait une interview, retournée. En fait, c'était du coup moi l'interviewé et celui qui m'a interviewé m'a posé cette question et j'ai été incapable de répondre alors que je la pose à tous mes entretiens. eh ben, franchement, non, je pense qu'on a bien fait le tour de pas mal de choses. Après, il y a un petit conseil, vraiment le côté, je pense, travail mental, qui fait vraiment la différence. Enfin, moi, ça a fait vraiment à chaque compétition, je sens vraiment une différence sur le côté, ce qui se passe dans ma tête. Et je pense que pour un coureur, il y a 1000 trucs. C'est un dialogue éternel, on va dire, et un espèce de débat dans sa tête tout le temps quand on est dans le dur, quand c'est inconfortable, quand on a mal, quand ci, quand ça. Et de faire un travail au niveau du mental pour mieux contrôler un petit peu ces pensées qui arrivent, mieux gérer ça, je trouve que ça m'a énormément aidé. Et je pense que j'aurais peut-être pas gagné les courses, même si, en tout cas sur le 3 kilomètres par exemple, c'était tellement rapide que c'est un aspect, je pense, qui est aussi mis de côté et que c'est un vrai entraînement, l'entraînement mental.
Donc, d'aller chercher des inspirations, d'aller lire des livres, d'aller écrire, d'aller faire ces petites choses de reconcentration. Il y a même des répliques de films, moi, qui venaient en boucle dans ma tête. De travailler, pourquoi pas. Alors, les gens aiment pas trop le mot méditation. Les gens sont un peu en mode machin, mais c'est juste la méditation. Pour moi, c'est une façon d'entraîner sa concentration finalement. Et ça m'a énormément aidé aussi. Donc, d'aller chercher cet aspect, je pense pour un trailer, surtout un ultra, je pense que c'est un bon travail également. Je suis ultra convaincu de ça, de la préparation mentale, évidemment. J'en ai un petit diplôme d'ailleurs en plus. Ah, super. Personnellement, j'ai du mal à pratiquer, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à m'y mettre, quoi. Après, pour moi, c'est même pas. C'est après coup que je me dis, en fait, c'est ça. C'est pour moi ce que j'ai fait, c'est un entraînement mental. Mais c'est naturellement où je vais aller, tu vois, au lieu de lire un roman, je lis jamais un roman, en fait. Je lis que des choses qui vont m'inspirer. Des biographies d'athlètes, des choses comme ça. Mais finalement, sur le terrain, je sais pas, où tu regardes un documentaire où il y a Kylian Jornet, tu vois. Derrière, je trouve que c'est inspirant, t'as envie d'aller courir, ou tu regardes le live de l'UTMB, je me souviens de ça, tu vois. Et t'es là, tu sais, ça te donne envie d'aller courir. Mais après, c'est des choses qui te restent dans la tête. Et sur les moments importants, en fait, ton cerveau, souvent, il les ressort. Ou des répliques, les répliques de films, moi, c'est mon truc, ou la musique, ou d'écouter des podcasts comme celui-ci, très intéressant. Évidemment. non, mais c'est vrai, et des petites choses comme ça. Et c'est même pas un vrai travail à proprement parler. C'est pas je me pose 3 heures dans la semaine d'entraînement mental. C'est des petites habitudes finalement au quotidien et ça va tout seul. Et pareil, la méditation, c'est ok, je me pose 5 minutes après mon entraînement et puis je souffle. Ça me permet d'avoir un retour au calme et puis de réfléchir sur ce que je viens de faire dans ma séance. C'est pas un truc de dingue en fait. C'est juste des petites choses et des petites habitudes et je pense qu'ils font la différence par la suite. Alors ça, pour la méditation, je ne peux que recommander Petit Bambou. Oui, c'est vrai, voilà. Faire des méditations guidées, c'est super ça. Enfin, ça m'endort la plupart du temps. Mais... Oui, c'est un peu le risque, t'as vu. C'est pas l'objectif, mais... C'est ça, je vois. Les premières méditations que j'avais fait guider, je me suis à moitié endormie, ouais. Ça peut être pratique le soir si jamais vous avez des pensées qui viennent perturber l'endormissement, mais bon, c'est pas non plus l'objectif. C'est ça. Merci beaucoup Anouk pour cette heure passée ensemble. C'était passionnant. J'ai apprécié en savoir un peu plus sur cette discipline que je ne connais pas bien et pourtant mon esprit d'ancien militaire adorerait, je suis sûr, d'aller me rouler dans la boue. Et écoute, peut-être à bientôt sur un parcours à obstacles ou sur un trail. J'espère bien. Ouais. J'espère bien qu'il y a un jour que tu vas craquer. Tu vas craquer, tu vas venir faire une petite course à obstacles. Ah pourquoi pas. Où est-ce qu'on te retrouve ? On me retrouve sur les réseaux sociaux, beaucoup. Instagram, Facebook, mais plus sur Instagram, plus actif sur Instagram. Je mets quelques vidéos sur YouTube aussi. On peut m'entendre aussi toutes les 2 semaines sur Europe 1 dans Bien fait pour vous. C'est l'émission qui est entre 11h et 12h. Je fais des chroniques sur le sport et la santé, quoi. Voilà. Trop bien. Ah je savais pas que tu avais cette casquette chroniqueuse, aussi, chroniqueuse. Excellent. Voilà. Merci beaucoup Anouk encore une fois. Retrouver en conférence aussi. Je vais faire une tournée mondiale bientôt. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est un rêve, tu vois. Dans ton TEDx. Peut-être un jour, j'espère bien qu'ils vont m'inviter. Mais ouais. Après, si vous avez ceux qui ont des entreprises, si vous avez besoin de booster, de mettre un petit coup de pied au cul, on va dire ça clairement aux collaborateurs, je peux venir avec plaisir. Écoute, message passé. Merci beaucoup. À bientôt. À toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.